Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 30 juin 2026. John n'est pas encore là, mais j'ai la chance ce matin de recevoir le curateur, le commissaire d'exposition, le spécialiste en art numérique. Bienvenue à toi, Dominique Moulon. Eh ben merci, c'est moi qui ai la chance que tu me reçoives. Je te remercie. J'espère que tu vas bien depuis le NFC Lisbonne où on s'est vu. D'ailleurs, je t'ai vu à un moment donné en train de filmer un matin. Je pense que c'était pour NFT Morning. Oui, voilà. On avait enregistré effectivement un épisode sur place, mais bon, c'était voilà. Mais c'est comme à chaque fois, on a commencé un petit peu à discuter. D'ailleurs, il y avait une discussion hyper intéressante entre toi, Edouard, et puis moi, j'ai ramené un petit peu mon grain de sel dans l'histoire, mais c'était passionnant. Mais d'ailleurs, en fait, ça va être finalement un peu le sujet de notre épisode, parce qu'on va parler évidemment d'art numérique, on va parler des artistes des différentes époques de l'art numérique. Mais pour commencer, je pense que c'est intéressant de commencer par l'activité récente, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Art Basel, de ton point de vue. Et puis, je vais partager parce que je sais que tu as écrit un article sur le sujet. Mais bon, déjà pour commencer, si tu peux nous raconter un petit peu toi, ton expérience là-bas. Mon expérience d'Art Basel, d'abord, en fait, moi, j'y ai été une première fois il y a très longtemps. Et honnêtement, j'avais rien compris tellement c'était vaste. J'avais pas cette habitude, j'avais pas encore cette culture, etc. Et puis j'ai commencé à y retourner il y a une bonne douzaine d'années, en général pour en rapporter un article. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent ce type de grand événement qui agglomère quantité de choses autour, au départ, on y va pour Art Basel et puis après, on y va aussi pour les à côté. Et le fait est que Bâle, c'est une ville où il y a, alors je ne sais pas en galerie si c'est si nourri, mais il y a beaucoup de belles fondations, de musées. Okay. Et puis évidemment, il y a Basel qui est gigantesque, qui est quand même la plus grande foire d'art contemporain à l'international depuis longtemps. Mais il y a aussi des petites foires satellites, off, qui sont plutôt le matin, plutôt le soir, etc. Donc moi, j'adore aller à Bâle. Ça m'est arrivé d'y aller une journée, 2 journées, 3 journées. Là, j'ai fait un petit 2 jours en milieu de semaine. Et alors, on va parler de ça évidemment, hein, on va parler de Zéroten, qui est la petite excroissance qui pour la première fois est à Bâle, alors qu'elle a été initiée à Art Basel Miami, elle s'est poursuivie dans l'année à Hong Kong, on la voit à Basel et on a peur qu'elle n'existe pas à Paris, on verra quand on y sera. Donc, parlons plutôt de ce qu'on a vu que de supposer ou sur ce qu'on verra pas. Alors, mais donc, tu veux dire que… Non, mais c'est quand même intéressant. Ça veut dire que les 3 précédentes éditions d'Art Basel, parce qu'aujourd'hui, Art Basel, c'est un terme qui englobe plusieurs foires. Il y a déjà des discussions pour dire est-ce que Art Basel Paris, est-ce qu'il y aura une place ? Alors que l'année dernière, il y avait un secteur dédié à l'art numérique, à Art Basel Paris au Grand Palais. Ah non, c'était à Paris Photo. C'était Paris Photo. Ah, et d'ailleurs, c'est lié puisque le secteur digital de Paris Photo, ça a été depuis le début Nina Roers, qui avait un rôle à Art Basel, ou plutôt à Basel Social Club, puisque c'est elle qui a été chargée dans cette foire off, super intéressante, à certains égards, de regrouper des galeries digitales. Et d'ailleurs, il y en avait plusieurs qui étaet aussi à Zéroten. Soit dit en passant, Basel Social Club, quand je lui ai posé la question à Nina, les galeries, comment je les retrouve ? Elles ne sont pas toutes au même endroit, comme Paris Photo, tu vois. Elle m'a dit non, c'est pas du tout l'esprit de l'endroit. Et en effet, l'esprit de l'endroit, il y a Basel, il y a Social et Club. Et en fait,
comme ça s'ouvre à 4 heures, c'était plutôt un lieu pour se retrouver après nos pérégrinations à Basel de journée et de socialiser avec un lieu gigantesque. Les années précédentes, on faisait la queue avec un lieu gigantesque où là, il y avait des DJ, des restos, des bars, du yoga et puis des galeries, évidemment, et quantité de pièces du parking aux étages, parfois numériques, justement, rassemblées par Nina. Et ça, c'était parallèle à Art Basel. C'était pas Zéroten, c'était une autre initiative. C'était pas. Alors, c'était parallèle, on va dire, pas à Zéroten, mais à Art Basel, qui est la grande foire. Et Art Basel, il faut quand même dire que depuis longtemps, à Bâle, c'est à Messerplatz, dans le centre de Bâle. C'est, on va dire, dans l'ordre, je vais dire, il y a le hall, je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2, peu importe, il y a un hall où il y a 2 étages, où il y a là plus de 250 galeries à peu près, c'est gigantesque, avec au rez-de-chaussée de l'art moderne et contemporain, au premier étage des galeries parfois un peu plus émergentes, mais pas tant que ça. Et puis surtout, il y a le Art Basel Unlimited, qui est dédié aux pièces de grande taille. Bonjour John. Salut John, qui est en voiture. Et puis j'en profite pour te remercier encore, John, pour cette invitation au NFC Lisbonne dont on parlait tout à l'heure avec Rémi, où on avait toutes et tous cette impression d'être un peu en vacances, mais en même temps en socialisant. Et ça fait le lien avec ce dont on parlait, puisque je parlais du Basel Social Club, où j'imagine tu as aussi été socialisé, même si je pense que, je ne suis pas convaincu que tant de galeries aient vendu autant d'œuvres, mais par contre, ce que je sais, c'est que le pari du Social Club, là, il a vraiment fonctionné du fait de la grandeur et d'une organisation vaste, un peu chaotique, mais juste comme il le faut. Donc revenons à Art Basel. Ce qui fait que le public vient à Art Basel, de mon point de vue, c'est peut-être et d'abord Unlimited, qui est un grand hall avec une très grande hauteur sous plafond, où un certain nombre de galeries qui ont leur stand dans l'autre hall sur 2 étages, là ont l'opportunité, seuls ou à 2, non pas de faire des expos, mais de montrer des œuvres monumentales. Donc là, on a des œuvres qui sont de très grande taille, vraiment d'art très essentiellement contemporain d'aujourd'hui, avec sa part de digital. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est que dit du digital. Il y en avait un peu partout à Bâle, et il y en avait aussi à Unlimited, avec notamment une très belle pièce de Timur Sikkin à la galerie, portée par la galerie Société et une autre galerie, et aussi une fondation qui est très présente, c'est celle du milieu, ouais, et qui est très présente. Descends un peu, pardon. Excuse-moi, encore un peu. Voilà, encore un peu. Pardon, voilà. Ça, c'est une grande pièce qui est très, très belle, qui est résolument numérique, qui procède d'une forme de captation en forêt amazonienne, avec cette impression 3D qui permet de ne pas découper les arbres, et puis ce sol LED. Le LED, il y en a de plus en plus en art contemporain, évidemment numérique, et là qui émule une sorte de petite flaque d'eau avec du vivant à l'intérieur, un papillon gelé presque, on va dire, dans sa forme au-dessus, qui est en métal argenté. Donc ça, c'est typiquement la pièce d'un artiste qui est très numérique depuis longtemps. Il a émergé, lui, non pas avec le Web3, mais plutôt dans les années 2010, je dirais, avec cette forme d'art que moi, qui m'intéresse beaucoup, qui m'a beaucoup intéressé, dont je pense qu'elle n'est pas terminée, même si on change de vocable, qu'on appelait le post-Internet. Et avec le post-Internet des années 2000-2010, c'est à ce moment-là, certainement, que le numérique est vraiment rentré dans l'art contemporain. Et ce qui est intéressant, si tu peux remonter un tout petit peu la page, oui, merci Rêve, c'est que la galerie Société, voilà, elle a aussi présenté Bunny Rogers. Et Bunny Rogers, c'est une artiste américaine numérique. Ça ressemble un peu, ça emprunte un peu à la peinture, ça emprunte à la 3D, ça emprunte à la photo, les cadres. C'est un sujet de l'histoire de l'art. Et puis, il y a ces espèces de clés dans les bras des modèles, des portraits,
avec, on le devine, l'idée d'une énigme. Et on sait que dans l'art on aime, dans l'histoire de l'art, pardon, plus que l'art contemporain, on aime les énigmes où il faut essayer de comprendre quelque chose, où peut-être il y a un message qui est crypté. En tout cas, c'est une artiste numérique. Moi, honnêtement, Benny Rogers, j'étais passé à côté. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle était passée par les grandes institutions privées et publiques. Je crois qu'elle est passée par Lafayette, Anticipation, et passée par quantité d'institutions d'art contemporain, notamment publiques. Donc ça, c'est intéressant de voir Donc comment… Là, ce qu'on voit là, c'est pas des photos. C'est de la 3D. C'est de la pure 3D. Okay. C'est de la 3D, c'est de la full 3D. On le devine. Là, tu le vois en petit, mais sinon, c'est très grand. On le devine au lissage des corps et aux clés dont on a l'impression que c'est comme si c'était du scanning 3D ou de la photogrammétrie. Et les clés étant dorées, elles nous donnent l'illusion qu'en effet, elles sont plus métalliques que le reste. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des galeries comme Société à Berlin. Je prends cet exemple-là. Honnêtement, il n'y en avait pas tant que ça. Qui avaient des artistes numériques sur leur stand, comme aussi Lu Yang et à Unlimited. Et on viendra tout à l'heure, pendant qu'on est là, on va parler de ça, on viendra tout à l'heure à Zero Ten, qui était l'événement numérique, mais qui arrive dans un contexte où il y en a aussi un petit peu tout autour. Ça, c'est intéressant parce que on évoquait avant de commencer l'aspect institutionnel, et c'est ça qui est très intéressant à Bâle, c'est qu'on est entre l'institutionnel et le privé. Et là, c'est le Kunstmuseum de Basel. Le Kunstmuseum de Basel, c'est le musée d'art contemporain qui est en 2 bâtiments qui sont reliés par le sous-sol et un 3e bâtiment. Et ce 3e bâtiment, il y a une appétence pour le numérique avec, dans le passé, des grandes expos de ce type-là, sur 4 étages de, je ne sais plus, 2000 mètres carrés. Là, c'est Cao Fei, l'artiste chinoise. Et il y a quelques années, c'était Ito Steyer, qui est une des grandes artistes numériques IA contemporaine allemande. Et Cao Fei, elle est artiste depuis 20-25 ans, je ne sais pas exactement. Elle a toute une production qui est très intéressante, qui est liée à un certain nombre de choses, y compris et surtout, et pas que, aux cultures numériques. Et en réalité, elle a bénéficié à un moment donné d'une belle visibilité dans les années 2000 en ayant fait, on va parler du métaverse, en ayant fait sur une première version de métaverse ou seconde, dans Second Life, un monde qui s'appelle RMB City. Le RMB, c'est la monnaie chinoise, mais c'est aussi RMB, Right Mouse Button, celui avec lequel on contrôle dans les jeux vidéo. Donc, elle a fait tout un monde 3D façon métaverse dans les années 2000 qui l'a littéralement fait décoller. Moi, j'ai vu son travail exposé, par exemple, chez Vuitton à Paris et dans quantité d'autres endroits. Elle a été achetée aussi. Elle a intégré de très multiples collections. Et plus récemment, elle a utilisé un métaverse chinois pour faire des images comme celles que l'on voit là. Et l'expo s'intitule Testimonies to the Near Future. C'est une expo qui est à la fois empreinte de vidéos, du monde du travail, de rêves, de surréalisme et de médias sociaux. Et là, on voit la piscine à boules. Moi, je n'ai pas pu résister. J'étais avec mon ami Gilles Alvarez de la Biennale Nemo. On s'est enfui, on s'est fait des petits selfies. On les a mis sur Internet en disant on est à Bâle. Ça, c'est rigolo, mais en même temps, Bâle, c'est aussi ça. T'as plongé dans la piscine à boules? Oui, alors plonger, j'y étais doucement parce que je craignais le coup de froid. Il faut toujours subjecter la nuque. Non, je plaisante, mais évidemment, on s'est mis dedans. Et ce que je veux dire, c'est que il y avait dans cette expo un parfum de jeux vidéo, un parfum de médias sociaux avec cet artiste qui en est à sa 2e expérience de 3D, temps réel, partagé, monde persistant, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois, ce sont des images résolument numériques que l'on voit à droite, dans un décor, dans une scénographie qui emprunte aux médias sociaux, puisque la piscine à boules, c'est la piscine du selfie. C'est celle que tous les lieux plus ou moins immersifs s'arrachent pour générer du selfie, de l'engagement, et que leur lieu soit connu par le public. Donc, ce qui était important de dire avant de commencer, c'est qu'il y a
à Bâle, pour qui s'y intéresse, tout un écosystème d'art contemporain dans lequel il y a depuis longtemps sa part de numérique pour qui, en effet, est un petit peu curieux. Et avant d'arriver à l'essentiel, je fais durer le plaisir, le suspense. Je veux bien que tu remontes un petit peu, si tu veux bien, à la première image. Et ça, c'est une pièce intéressante de Rosa Barba, qui est dans une galerie qui s'appelle Esther Schipfer, qui est notamment à Paris. Là, on n'est pas art numérique, mais on est dans cette forme d'installation que l'on voit beaucoup dans les arts numériques, avec du média, de la sculpture, du cinétique, de l'image. En fait, c'est une caméra, je ne sais pas si c'est une 16 ou une 35, et elle crée des sculptures dans lesquelles la bande magnétique évolue pour à la fin être diffusée. Et cette exposition Laboring Bodies, j'ai aussi... ça, c'est un de mes articles. J'en ai ramené un deuxième qui sortira. Il y en a eu un premier sur Arrêt-Média, il y en aura un et mon site en anglais. Et il y en aura un sur Art Absolument à la rentrée. C'est une exposition qui s'appelle Laboring Bodies, dans laquelle il y a des artistes aussi résolument numériques, comme Katia Noviskova, qui est aussi une artiste du post-internet, qui se nourrit des médias sociaux, qui a été fortement soutenue par Hans-Ulrich Orbritz, qui n'est jamais très loin de ces grands événements d'art contemporain. Et il y avait d'autres artistes aussi plus ou moins numériques dans cette exposition, dont la thématique n'était pas numérique. La thématique, c'était le travail du corps des femmes, la relation du corps des femmes au travail, dans tous les sens du terme. Mais il y avait évidemment, parce que c'était bien fait, des pièces historiques, des pièces technologiques, techniques et numériques. Et puis, je voudrais quand même, juste avant d'aller à Basel, passer quand même à la fondation Beyeler, c'est un petit peu plus bas si tu veux bien. Pardon, excuse-moi, c'est beaucoup, relativement plus haut, pardon. Ouais, monte. Merci. En fait, ça, c'est Pierre Huyghe. Alors, c'est intéressant parce que Pierre Huyghe, au Beyeler, le Beyeler, c'est là, on passe de public à privé, c'est la grande fondation d'art moderne et contemporain, et qui tous les ans a une petite appétence comme ça pour le numérique. Pendant Art Basel, et évidemment, c'est comme avec Art Basel. Là, faut qu'on décrive quand même ce qu'on voit, non? Ah oui, bien sûr, on va le dire tout de suite. Okay. Dans cette expo de Pierre Huyghe, qui est une expo monographique, où il délivre des fragments de sa pensée et de son œuvre pièce après pièce. Au début, il y a quelques fourmis. C'est lié à une exposition qu'il a fait il y a longtemps, je crois, à la Serpentine, avec Hans Ulrich encore. Et ça, c'est juste à la fin. Et en fait, c'est une espèce de robotique molle. C'est ce qu'on appelle le soft body. Il y avait une exposition soft body récemment avec beaucoup de pièces numériques soft robotique, pardon, parce que c'est de la robotique à Copenhagen Contemporary. Et là, c'est une espèce de verre, une larve. Ouais. Qui est animé. Alors, on ne sait pas si c'est écrit ou en temps réel, et je te dirais qu'on s'en fout. Il ne faut pas compter sur Pierre Huyghe pour nous donner des détails de cette technicité, parce que il est au-dessus de ça, ou à côté, ou ce n'est pas son propos. Mais il y avait dans cette exposition de la robotique, de l'IA générative, des modèles de langage, bref, tout de ce qui nous intéresse, sans nécessairement à aucun moment que ce soit véritablement écrit sur les cartels. C'est-à-dire que Pierre Huyghe, c'est un artiste qui s'est toujours servi des techniques et technologies de son temps, qui, rappelons, fait partie des artistes qui ont utilisé l'IA générative dans la première génération des GAN des années 2010, avec une belle expo, notamment à la Serpentine, qui s'appelait Umwelt, dans les années 2016, 17, 18, quelque chose comme ça, à l'époque où il y a déjà Memo Acten, où il y a déjà Grégory Chatansky, etc. Cette première génération de GAN avant les services de l'IA, et donc 2021, et donc la démocratisation de ces outils. Donc, si tu veux, Pierre Huyghe, il y a dans son travail une entrée surréalisme, une entrée formelle, une entrée fictionnelle, et il y a évidemment possiblement une entrée technologique, et c'était au Beyeler. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que le zérothène, dont on va parler tout de suite,
Si tu veux, tu peux descendre, on verra l'entrée. Alors, de ce que je comprends maintenant, de la manière dont tu as décrit en fait Art Basel et puis tout ce qu'il y avait autour de Art Basel, finalement, l'art numérique était partout. C'était pas uniquement dédié à Zero Ten. Oui, honnêtement, un peu partout. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est quelque chose que tu, par rapport aux éditions précédentes, est-ce que tu t'es dit, cette année, il y en a beaucoup plus que il y a un an ou il y a 2 ans? Je modérerai un peu ton propos optimiste. Il y en a un. Non, c'est pas optimiste, c'est juste un constat. Hein. Oui, mais je dirais qu'il y en a de plus en plus, très progressivement, un tout petit peu partout. C'est-à-dire que si on n'est pas un acharné de faire, je veux bien que tu restes là une seconde, de faire un certain nombre de pas par jour, de prendre le tramway qui est très bien à Bâle et de courir de lieu en lieu avec une véritable appétence, on aurait pu passer, intéressé par le numérique dans l'art, tout son temps à Zero Ten, on n'aurait pas perdu son temps, mais il faut savoir que Art Basel, de mon point de vue, comme la Biennale de Venise, comme les grands événements à l'international, n'ont pas attendu 2026 pour mettre un soupçon de numérique ou, on va dire, augmenter le coefficient de numérique des œuvres et des expositions au fil des années qu'on a vu pointer il y a déjà des années, ou peut-être même pour les plus enragés comme moi, des décennies. Sauf que, en effet, ça a tendance à s'augmenter, et c'est normal parce que les artistes de la jeune génération, moi je fais beaucoup de visites d'ateliers à Pouche, à Artagon, à Non-Étoile, dans tous ces endroits-là, à Paris et ailleurs, et les artistes qui sortent des Beaux-Arts, pour eux, utiliser l'IA, c'est aussi naturel qu'un crayon quand ils veulent poser une idée pour la communiquer. L'IA, pour eux, c'est un outil aussi naturel que le crayon, je vais dire HB d'il y a 30 ans, tu vois. Donc, si tu veux, les générations d'artistes se suivent, et pour celles et ceux qui sortent d'école d'art, il y a un peu de numérique parfois dans leur travail, et il y en a un petit peu plus. Donc, en effet, les galeries, les institutions, le marché en tient compte, parfois un peu forcé, parfois avec grand plaisir. Donc, ce qui est malgré tout intéressant, alors il y a des gens qui ont dit « Ah, c'est pas une bonne idée » ou d'autres « C'est une bonne idée ». Il y a toujours un petit peu d'échange autour de ce qui se passe. C'est la première année à Bâle qu'il y a véritablement un secteur qui est dédié au numérique dans l'art. On arrive, on y reviendra, on tombe sur John Gerard. Et John Gerard, ce n'est pas un choix neutre à plusieurs égards. Moi, je l'ai rencontré, son travail, dans le milieu des années 2000. Il travaillait déjà le temps réel, avec des moteurs temps réel, avant que ça se démocratise avec Unity ou avec Unreal. Et il a émergé, littéralement, je l'ai vu, à Ars Electronica. Très peu de temps après, il a eu un très beau show défendant l'Irlande, notamment à Venise, à la fin des années 2010, je dirais. Et là, il a décollé, il est rentré dans une galerie qui était Thomas Dane. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que John Gerard, il est devenu très visible dans la communauté Web3, notamment grâce à Fellowship. Il est resté visible dans la communauté art numérique avec ses installations 3D temps réel, gaming, sans début ni fin. Et il a pénétré le monde de l'art contemporain. Et ça, c'est quelque chose qui courait à bas bruit et qui devient de plus en plus visible. Et pour qui serait passé à côté, ça serait difficile de rester à côté de ce type d'œuvre. Là, c'est un drapeau en 3 états. L'historique, c'est le noir du milieu, c'est notre consommation du pétrole. Je ne rentre pas dans les détails. À droite, c'est les torchères qui, en Afrique, notamment, brûlent du gaz toute la journée. Je n'ai jamais compris pourquoi on brûlait le gaz. Je ne me suis pas suffisamment intéressé, je devine. Et puis, le drapeau blanc de gauche, c'est le drapeau de la reddition. C'est on se rend face au réchauffement climatique. Mais c'est vrai que le drapeau blanc, en 2026, ils ont été rattrapés par l'actualité, comme je l'ai été moi,
récemment à la Biennale de Malte, où j'ai parlé du réchauffement climatique, ils ont été rattrapés par la guerre en Iran et en Ukraine, où on attend qu'une chose, c'est de voir un drapeau blanc, ou en tout cas de constater des accords. Donc, ce que je veux dire pour revenir à Zéroten, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le programme d'Art Basel, c'est pas comme l'année dernière, grâce à Georg Bach, The Digital Art Mile, ou Art Media, je crois. Art Meta, ouais. Pardon, Art Meta. Ça fait vraiment partie du programme de Bâle. Et là, cette année, à Bâle, il y avait donc 3 zones distantes chacune de 50 mètres, les galeries, les pièces monumentales, avec les galeries, mais on voit les galeristes sont plus discrets, et Zéroten. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Zéroten est arrivé, on verra après ça, merci, on verra, ce qui est intéressant, c'est que Zéroten a pris la place de ce qui était Art Basel Design. Il y avait une expo dédiée au design dans ce bâtiment qui est juste en face Unlimited pendant des années, et là, elle a disparu. Et maintenant, c'est Zéroten, donc le digital. Et ça, c'est vachement intéressant parce que les pratiques numériques dans les institutions sont souvent entrées par la porte du design. Parce que les artistes ont aussi ces savoir-faire design, parce que les artistes et les designers, notamment 3D, temps réel, interface, code, etc., utilisent les mêmes outils, et parce qu'il y a peut-être eu une curiosité sans frilosité au MoMA comme à Pompidou, et dans d'autres grands musées du monde, concernant les pratiques un petit peu à la périphérie de l'art contemporain pendant si longtemps, qu'étaient le design, l'architecture, le numérique, le jeu vidéo, le graphisme, les interfaces, etc., etc. Donc, Zéroten prend la place de ce qui était Art Basel Design. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a 2 points de vue. Moi, je suis optimiste, comme tu le montrais tout à l'heure, comme John l'est aussi résolument, sinon on ne ferait pas ce qu'on fait. On y croit. Donc, moi, je me dis, le numérique entre véritablement dans le marché de l'art depuis 1 an, parce que ça fait partie du programme d'Art Basel. Ça n'est pas un programme satellite, ça n'est pas un événement collatéral. Et puis, il y a quand même des gens, j'en discutais avec un galeriste, Corentin Hamel, je peux le citer, et il n'a pas tort non plus, de la galerie New Gallery Paris, qui fait des très belles expos avec des artistes numériques, jeux vidéo, etc., et qui disait c'est quand même regrettable que ce ne soit pas véritablement dans la foire. Mais en même temps, on n'y peut rien si le numérique, c'est hors NFT et hors NFT 2021. On n'y peut rien si ce n'est pas si facile que ça à vendre, des pièces en temps réel avec un ordinateur, Lozano Hammer avec un capteur ou une caméra, des codes, des applications qui vont se mettre à jour ou pas se mettre à jour, enfin, etc. Ça reste largement aussi compliqué ou plus compliqué que la vidéo qui ne se vend pas non plus si facilement que ça, par rapport à la peinture, la sculpture, la photographie. On le prend, on part avec, on se le fait livrer, on l'accroche et il n'y a pas d'entretien. Donc, ce que disait Corentin, c'est dommage que ce ne soit pas dans Art Basel, mais moi je considère que c'est dans le programme de Art Basel, et le fait que ces galeries, des historiques, des nouvelles, des galeries d'art contemporain, d'art numérique ou de Web3, on en parlera, qui est très actif dans ce qui vient de se passer, elles sont rassemblées, ça crée une émulation, et moi j'y suis passé 2-3 fois, et à chaque fois, si justement j'ai croisé John qui rentrait, je sortais, et on y a croisé Benny Redbeard, avec qui tu avais fait l'ouverture du NFC Lisbonne, là qui est venu pour dire bonjour, mais on devine que Benny Redbeard, qui est assez humble, a un rôle passé à Zéroten. Et en fait, il y a toute la communauté Web3 qui a émergé avec les crypto-monnaies, les NFT. Aujourd'hui, on parle du bear market, mais moi, je devine qu'on n'en ressortira peut-être pas véritablement. En tout cas, il ne se passera pas ce qui s'est passé. Mais par contre, la communauté Web3, que l'on retrouve à Lisbonne
que l'on a retrouvé à Zéroten et qui se retrouve avec nos amis Léonard Abrizzi qui n'en rate pas un, ou One Read Collection, tous ces gens-là suivent ces événements, que ce soit des événements Web3, art contemporain ou numérique, c'est la condition qu'il y ait cette part de numérique. Donc, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que mes amis de l'art contemporain, quand je leur parle de NFT, ils me disent c'est mort. Je leur dis, je veux bien que tu dises ça, même si je ne suis pas tout à fait d'accord. En revanche, la communauté qui s'est créée à ce moment-là, elle est extrêmement influente et c'est ce que tu disais tout à l'heure, on va parler aussi d'intergénération, elle est extrêmement influente et en termes d'influence. On va dire que les gens qui ont acheté... Est-ce que c'est une sorte de... Enfin, le mot, je ne sais pas s'il est approprié, mais une sorte de lobby qui essaye de peser justement sur le monde de l'art contemporain? Oui, c'est un lobby et le lobbying, quand on utilise ce mot, on le voit parfois, on se dit c'est pas bien. Mais il y a aussi du bon lobbying, c'est comme le cholestérol, il y a du bon et du mauvais. Oui. Donc, oui, en effet, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on devine. Et moi, ce que j'ai deviné, et je pense que c'est pas John qui va dire l'inverse, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qu'on pourrait qualifier d'influenceurs et d'influenceuses, mais qui ont aussi une surface financière acquise à cette époque où il s'est passé quelque chose, et qui ont une forme de bienveillance. Il y avait aussi Sébastien Bourget qui a fait ses achats avec des pièces historiques, et qui accompagnent des événements comme ça et qui lui donnent une forme de crédibilité, qui amènent leur communauté. On a vu sur les médias sociaux, ça a pas mal communiqué parce que c'est aussi des gens qui sont très forts en communication. Et sur l'intergénérationnel, pour revenir à Georg Bach, dans son stand, je crois que c'est Hermeta en effet, il vendait par exemple du Ben Lapowski. Ben Lapowski, moi je connais depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a travaillé avec les oscilloscopes. C'est quelqu'un qui a travaillé. On peut dire que c'est le premier des artistes numériques, non? C'est les années 60. Si on regarde bien, il y a déjà... Il était mathématicien, c'est ça, lui, à la base. Il y a déjà du monde. Oui, mais je dirais, il a des formes qui sont assez proches, à certains égards, de Nam Young Paik, à quelques années près. Et les artistes qui se sont servis dans les années 60 d'oscilloscopes, de tubes cathodiques, d'imprimantes à aiguille, de robots, etc. On en avait déjà parlé ensemble, notamment avec cette expo Cybernetic Serendipity à Londres. Il y a déjà du monde. Le monde de l'art ne le voyait pas tant que ça. Aujourd'hui, le monde de l'art contemporain ne peut plus le nier. Mais ce qui était intéressant dans cet aspect intergénérationnel, notamment dans les pièces montrées par Georg Bach, c'est qu'il a montré des pièces qui ont été déjà présentées dans les années, créées, présentées dans des contextes d'art parfois contemporains, dans les années 60. Et là, on a vu des gens comme Sébastien et d'autres fortement intéressés par les possibles racines des arts numériques, incluant sa dernière couche, qui est celle du Web3, de l'IA, du génératif, etc. Et c'est là où, moi je ne l'ai pas croisé, je ne sais pas si, je pense qu'il était là, c'est là on croise des collectionneurs comme c'est Yanis Sourdis, que tu connais mieux que moi, John, dont on sait que c'est quelqu'un qui est arrivé à l'art un petit peu par les NFT, mais ça ne lui a pas suffi. Il a vraiment fait un énorme travail pour littéralement se former comme on le fait toutes et tous, comme moi je le fais tous les jours, comme je l'ai fait pour connaître un petit peu les origines de tout ça, de manière livresque, sur Internet, en rencontrant, en collectionnant. Donc là, on voit que le Web3, parce qu'il y avait plusieurs acteurs du Web3, comme Fellowship, voilà, là c'est ça, ça ressemble à Ben Lapowski. Ouais. En fait, il prenait des photos. En fait, c'était la photographie de ce qu'il arrivait à générer sur son oscilloscope. Exactement. C'est-à-dire que c'est ce que moi j'appelle de l'art électronique ou de l'art à l'âge électronique,
le terme qu'on utilisait déjà, je crois, à cette époque. Plus, on n'utilisait pas le terme numérique. En revanche, on C'est utilisait pas le terme… ou computer art, un peu, ce genre de choses. C'était pas… Alors, oui, John, mais ça, c'est quand même les années 60. Or, avant de parler de computer, il faudra déjà qu'il y ait la révolution du personal computer, c'est-à-dire les années 70-80. Donc là, en effet, c'est plutôt là… 1953, hein, la Povsky. Voilà, c'est-à-dire que… Et là, tu as un petit peu raison quand tu dis il est un petit peu avant tout le monde, c'est-à-dire que, merci de me le rappeler, la Povsky, c'est les années 50, donc ça serait plutôt proche en France de Nicolas Schoeffer. Et là, il va y avoir une émulation dans les années 60, mais c'est vrai que dans les années 50, là, tu as raison quand tu dis qu'il y a très peu de monde. Moi, je dirais en effet, la Povsky outre-Atlantique, Schoeffer en Europe, et puis si on cherche bien, encore une fois, on va trouver quelques racines, mais il faut vraiment chercher profondément. Alors que dans les années 60, on en trouve plus facilement 70 et ça va s'amplifier avec la démocratisation du computer, de l'Internet, de l'IA, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que la démarche de l'artiste aussi, est-ce que pour lui, c'était plus de la photographie ou plus de l'art numérique avant l'heure, quoi ? Alors, je ne suis pas convaincu que la Povsky ait eu à cette époque-là le sentiment d'être un pionnier de ce qui allait devenir les arts numériques. En effet, si c'est Schoeffer, il est proche de l'art cinétique et du mouvement avec des moteurs et de la robotique, au même titre, des premiers robots, au même titre que la Povsky, il est plutôt à faire de l'image photographique. Alors là, il faudrait ajouter les frères Whitney, mais c'est un petit peu après, qui vont faire du cinéma un petit peu avec des particules comme ça. Si tu veux, les années, on va dire, de 50 à 70, tout ça, ça se met en place avec des gens qui pratiquent, en effet, tu as raison, la photographie, le cinétique, le cinéma, etc., le dessin, etc., mais en faisant un pas de côté avec des outils. Voilà, là, c'est Vera Molnar, merci de la montrer. Vera Molnar, finalement, pardonne-moi, c'est jamais qu'une peintre, mais qui, pour ses compositions, va faire appel à des algorithmes dès les années 60-70. Donc, en fait, tout ça se met en place. Et ce que j'aime bien rappeler, c'est que tout ça se met en place déjà un petit peu à la frontière, à la périphérie de l'art contemporain, mais avec déjà des artistes qui sont finalement dans l'art contemporain, avec des médiums de l'art contemporain, mais qui font un petit pas de côté, qui leur permet aujourd'hui d'avoir la reconnaissance des artistes numériques contemporains, incluant celles et ceux du monde qui a émergé avec la blockchain. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, je vais dire avec le Web3, les collectionneurs, les organisateurs d'événements, les DA, les curateurs, les artistes, qui vont chercher des racines qui sont leurs. Un petit peu comme s'ils allaient chercher dans leur arbre généalogique, ils ne s'y sont pas intéressés par le passé, ils aimeraient savoir ce qui s'est passé avant. C'est exactement ce qui se passe avec la communauté du Web3 et je trouve ça vachement beau, vachement sain. Mais c'est ce qui s'est déjà passé avec les artistes numériques des années 90-2000, qui, en interactif, en virtuel, etc., qui déjà, ayant une culture de l'histoire de l'art, aimaient s'inscrire dans la continuité de pratiques picturales, sculpturales, photographiques, cinématographiques, etc., mais encore une fois, pas de côté avec les outils de leur temps. Je pense que pour les générations, il s'est passé la même chose avec l'art vidéo. L'art vidéo qui émerge avec la Sony Portapack dans les années 60, et les artistes font des choses complètement nouvelles, complètement novatrices. Ils s'autofilment, ils font ce qu'on ne pouvait pas faire avant avec des outils de cinéma. Et très rapidement, ils vont se poser la question de ce qu'il y a avant eux, au même titre que les artistes de YouTube. Eh ben, quand ils regardent ce qui s'est passé avant eux, ils trouvent l'autofilmage des années 60 avec la caméra Sony. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que même, et peut-être surtout, pour les espèces de ce qui nous apparaît comme des générations spontanées, novatrices, eh ben, les artistes et tout l'écosystème qu'il y a autour d'eux, mais aussi les galeries, les collectionneurs, etc., vont se dire, mais d'où venons-nous ? Ça n'est pas vrai. Nous ne venons pas de nulle part parce que personne ne vient de nulle part, au même titre qu'on n'existe pas seul. Et Zeroten,
c'est vraiment l'illustration de on est plus fort à plusieurs. Et quand bien même entre Steven Sachs et la Bitform et Artblocks avec Eric Calderon, c'est des gens. En plus, il y en a un qui est dans le Texas et l'autre qui est à New York. Je ne suis pas sûr que c'est des gens qui se connaissent depuis si longtemps, qui se fréquentent depuis si longtemps. Peut-être qu'on pourrait me dire, t'as tort, c'est possible, je m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est que là, avec Zero Ten, il y a eu différents types d'approches, différents types de personnalités, différentes micro-communautés qui font fi de leurs différences et qui sont toutes et tous ensemble. Et Sébastien Borger, qui vient du métaverse avec The Sandbox, eh ben, il achète des œuvres des années 60 et il est vraiment à l'écoute de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, et il va voir les galeries, peut-être comme Office Impact, qui nous permettra de faire le lien avec Basel Social Club, puisque Office Impact, c'est un duo de galeristes, femmes, moi que je suis depuis un petit moment, et qui on avait reçu d'ailleurs pour au moment de Paris Photo. Exactement, exactement. Et, elles sont et pour adorables. Art Basel Hong Kong aussi, ouais. Et elles sont de tous les coups, et c'est pour ça qu'on les adore. Et là, ils ont présenté un solo show de Jan Robert Klecht. Jan Robert Klecht, moi, c'est un artiste que je ne veux pas faire le vieux con, je le mériterais peut-être, mais que j'ai exposé en 2013 dans une foire numérique, mais qui n'a pas bénéficié ni cette ampleur, ni cette reconnaissance, ni cette communication à l'Espace Cardin en 2013. Et j'ai écrit sur lui, je pense, avant, dans les années 2000, 2010. Il avait notamment une très, très belle pièce qui s'appelait The Blue Monochrome, où c'était une API qui mettait ton écran à l'adresse de Blue Monochrome, plein écran bleu, avec des strates. En fait, c'était le fond des océans avec Google Earth. Donc, c'était une référence d'un artiste, net artiste numérique des années 2000, 2000 qui émergeait à ce moment-là, à un artiste de l'histoire de l'art et aussi d'une forme d'appropriation et avec une inventivité et qui crée sa propre couleur avec une part de technique ou de technologie puisqu'il s'associe avec un chimiste. Donc, elle met Jan Robert Klecht qui fait un hommage au JPEG, et le JPEG, il n'y a pas de photographie en JPEG dans le numérique, pour le meilleur et pour le pire au début avec les gros pixels que rappelle Thomas Roof de l'autre côté à Unlimited, et il montre des barres de défilement, un tas de barres de défilement, c'est la photo que j'ai faite pour mon article, à Basel Social Club. Mais elles sont d'abord à Zero Ten en mode galeriste, en mode je vais échanger avec des collectionneuses, des collectionneurs et tenter de faire à ce que les œuvres que je présente intègrent leur collection, voire avec des institutions, parce que ce qui était vachement intéressant, ça c'est William Mapan qui me l'a dit avec Hugo Pouchard chez Artblocks. Ils ont vu beaucoup d'institutions, ils ont aussi, et ça c'est vachement intéressant, parce que tu parlais tout à l'heure des institutions, les institutions étaient là, s'intéressent à ce qui se passe, et ça c'est la pile de barres de scroll de différentes générations. Donc, en fait, je pense, elle date de 2024, mais moi, j'en ai exposé des barres de scroll un petit peu différemment avec du mapping, et régulièrement, il fait évoluer, je crois, cette pièce en fonction de l'esthétique des interfaces que l'on utilise. Moi, j'ai parlé de cette barre de scroll, c'était trop tentant, en disant que sur les médias sociaux, c'est ce qui nous permet de descendre dans l'historique de nos mémoires partagées. Et finalement, ça tombait bien par rapport à l'article que j'ai fait, où il y a une volonté à Zero Ten, c'était flagrant, d'associer des communautés art contemporain, art numérique, Web 3,
et des générations d'artistes vivants et morts, avec Harold Cohen chez Gazeli, je crois, qui est un artiste qui a codé assez tôt aussi. Et puis, juste à côté, un artiste qui doit être dans la trentaine, qui est William Mapan, et qui, pour information, a tout vendu. Donc, en plus, une foire, si on ne vend pas, c'est compliqué. On n'est pas sûr de pouvoir la refaire l'année d'après. Donc, il semblerait, je ne sais pas tout, parce qu'il y a ce qui se dit, ce qui s'écoute, on est tous plus ou moins dedans. Il semblerait qu'aussi, il y ait des collectionneurs qui aient acheté, privé, public. Et ça, c'est très important parce que, de mon point de vue, il n'y a pas l'histoire de l'art, depuis longtemps, elle s'écrit aussi avec les marchands. Dès la fin du 19e, le 20e, l'histoire de l'art s'écrit avec des marchands qui prennent des risques, qui accompagnent, qui produisent, qui sont bienveillants avec leurs artistes et qui vont leur permettre de rentrer dans des institutions. Et je le rappelle souvent, Beaubourg achète généralement pas à des artistes, mais à des intermédiaires, qui peuvent être des agents, qui peuvent être etc., mais souvent à des galeristes. Et d'ailleurs, c'est aussi une façon de soutenir le marché de l'art à des galeristes souvent français. C'est une façon aussi de soutenir le marché de l'art français, parce que des fois, il y a des petits trous d'air. Donc, je le répète toujours, les différentes composantes qui font le monde de l'art, pour que les historiens écrivent et historiennes écrivent l'histoire de l'art, il faut qu'il y ait des gens comme vous et moi, avec leur bienveillance, leurs événements, leurs expertises, leur communauté, leurs pratiques, étant au plus près ou au plus éloigné du marché, du numérique ou du contemporain, de l'historique ou de l'innovation, et même de l'entreprise, puisque Fellowship, c'est aussi une entreprise, des galeries sont des entreprises. Fellowship, qui est une très belle plateforme, qui accompagne beaucoup d'artistes numériques et ou contemporains. Donc voilà. Et puis, il y avait aussi Raphaël Lotzenheimer, que je n'ai pas documenté, juste avec des photos, mais qui sont restées sur mon ordi, avec une spirale très, très belle. Il faut quand même rappeler que Raphaël Lotzenheimer, c'est un artiste qui a plus de 30 ans d'activité, qui a lui aussi émergé dans le réseau international des arts numériques, notamment à Ars Electronica, événement auquel beaucoup de ces artistes-là doivent un petit peu quelque chose. Ne doivent rien à personne, mais je veux dire, ça leur a servi. Et après, Raphaël Lotzenheimer, il y a moins de 10 ans, il était avec un autre artiste numérique, Christophe Woudisco, à Unlimited, avec une pièce monumentale, temps réel, avec des capteurs, etc. Donc, moi, je trouve que ce que j'ai aimé à Zeroten, c'est qu'on a eu l'impression d'être témoin de ce que l'on attendait depuis longtemps, et même de ce que des générations d'avant nous espéraient, en se disant ça va se faire. Eh bien, c'est en train de se faire. Il s'est passé quelque chose en 2021 et il s'est passé quelque chose aussi en 2021, 25, 26. Écoute, c'est incroyable. Merci beaucoup, Dominique. Et je pense que le constat, en effet, il est puissant. Et enfin, t'as soulevé plein de questions. Bon, déjà, c'était extrêmement riche et c'est toujours un plaisir de t'écouter. Tu as soulevé plein de questions ou de débats justement qui ont lieu à Zeroten. Est-ce que ça doit être séparé ou intégré? Mais finalement, je trouve que ta réponse est intéressante. C'est que finalement, là, c'était à la fois séparé, mais à la fois extrêmement visible, extrêmement poussé. Enfin, en effet, c'était un objet, une foire dans la foire, on va dire. Et avec quand même, en termes de communication, en termes d'impact, de la part d'Art Basel, quelque chose d'assez poussé, finalement, comme tu l'as dit. Enfin, pour moi, Art Basel cette année, c'était Unlimited d'un côté, et d'ailleurs c'était le rez-de-chaussée, on va dire, de la foire, et de l'autre Zeroten. Après, tu montais dans les étages, tu voyais les white box des galeries un peu plus classiques, où tu revoyais les Warhol et les Cassering et Banksy et autres, j'ai envie de dire. Mais je tire un peu le trait, mais finalement, c'était l'événement d'Art Basel. Et donc, en faire un événement, c'est intéressant. Et la deuxième chose que tu dis, c'est, en effet, et puis pour toi, a fortiori, qui en plus prêche pour cette revendication de la filiation, justement, des différentes générations d'art numérique, tu avais un peu ce côté synthèse
un petit peu ce côté synthèse. Et en effet, d'ailleurs, tu avais plein de clins d'œil. Enfin, moi, je me suis fait ces réflexions, tu vois, justement, d'un côté de l'oscilloscope de Lapowski à Dave Biss, qui lui-même avait ses propres oscilloscopes qu'il avait créés. Et tout en étant, en rajoutant son layer on-chain et tout le côté média, tout le côté blockchain as a medium. En effet, d'un côté de Vera Molnar à Artblocks, enfin, il y avait vraiment une sorte d'inscription de cette filiation qui était un peu ce côté, on le fait tous ensemble. Et donc, je pense que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et après, c'est vrai que ça pose des questions, évidemment, sur là où on en est. Commercialement, tu as raison de le dire. Je pense que ça a été un succès. Enfin, on l'avait dit, voilà, les pièces, justement, John Girard vendu pour 500 000 $, le triptyque qui s'est vendu à ce prix-là, William Mapan qui a été sold out toutes ses pièces en une demi-heure, Dave Biss aussi qui a presque tout vendu, le Nguyen, Mimi Nguyen avec Leon Under aussi, enfin voilà, et Infinite Garden qui a aussi beaucoup vendu. Enfin donc voilà, niveau vente c'était un succès. L'approche Zero Ten, je pense que voilà, c'est déjà programmé. Ils sont déjà en train de bosser là sur Miami parce qu'il n'y aura pas de Zero Ten à Paris. Et ensuite, oui, tu as raison de dire que je pense que le monde. Enfin, d'ailleurs, j'ai fait un petit tweet un peu provocateur là-dessus d'ailleurs, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Je dis en effet, voilà, le monde des NFT a reconnu, a maintenant l'humilité d'assumer finalement qu'ils n'ont pas inventé l'art numérique. Et on le voit justement, en effet. Enfin, moi, je pense que d'ailleurs, tu vois, ça se fait. Si tu prends les plus gros collectionneurs de Vera Molnar dans les 3 dernières années, je suis persuadé que c'est pratiquement c'est une majorité de profils qui viennent du Web3. D'un autre côté, la question, et c'est ça, je me pose, parce que toi, justement, tu as les conversations à côté. Est-ce que les gens du média, enfin de l'art média ou de l'internet ou de l'art internet commencent à reconnaître un peu la blockchain? Parce que j'ai eu des conversations un peu difficiles des fois. Oui, alors déjà, je te félicite pour ce que tu dis. Quand tu dis, et ça c'est vachement important, et dans l'absolu, c'est mieux que ce soit presque toi qui le dises que moi, quand tu dis la communauté NFT a en effet cette humilité de considérer qu'ils ne viennent pas tout à fait de nulle part. Et moi, c'était l'impression que j'ai eue à l'arrivée du NetArt quand j'en étais, et on avait l'impression de faire quelque chose de tout à fait nouveau, mais on savait quand même, parce qu'on avait une petite culture de l'histoire de l'art, qu'il y avait eu des choses avant. Et c'est vrai que j'ai vu parfois en conférence des gens de la communauté Web3, en gros, dire que ça allait éradiquer tout ce qui s'était passé avant, quoi. Et c'était vraiment, là, c'était un manque d'humilité qui s'est un petit peu retourné contre cette communauté, parce que justement, il y a des gens du monde de l'art contemporain qui l'ont un peu utilisé et qui maintenant disent, maintenant que c'est fini, ils ont l'air malins. Même si, en effet, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ton autre question, pardon, c'était quoi? J'ai oublié. C'était justement, est-ce que, j'ai envie de dire les OG de l'art numérique, ou est-ce que justement les grands collectionneurs d'art, peut-être de médias ou d'internet, justement, donc des années 2000 par exemple, commencent à reconnaître aussi l'apport finalement de cette nouvelle génération de 2021? Alors, je dirais là, il y a 2 volets. Je dirais que pour les collectionneurs, moi j'en connais qui sont des collectionneurs d'art numérique ou post-internet, ou disons un petit peu ce qui a précédé. Je parle souvent de mon ami Ampous Linois qui collectionne par exemple Timur Sequin que j'ai montré tout à l'heure. Pour ces gens-là, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'ils ont une forme de plasticité de cerveau qui fait que, et ça c'est vrai, plutôt chez les collectionneurs privés, plus que, on va dire, dans l'art numérique institutionnel du monde associatif, notamment en France, qui dépend des financements publics et pas du tout
du marché et donc pas forcément obligé de se poser ces questions-là. Je dirais que ce qui est intéressant aussi à Bâle, pour le meilleur et pour le pire, c'est le poids du marché. Et en même temps, ce poids du marché que beaucoup regrettent, mais soyons honnêtes, aujourd'hui, quand le ministère de la Culture a plus de moyens, que les musées sont en rénovation, heureusement qu'il y a Cartier, Pinault, Vuitton. En tout cas, moi je dis ça, je vais me faire pourrir par mes amis institutionnels de milieu associatif. Mais je pense que c'est bien quand on vit toutes et tous ensemble. Et je pense que dès qu'on sort complètement et qu'on ignore le marché qui permet de rentrer dans les institutions et qu'on est un petit peu replié sur ces financements locaux, sur des idées qui sont celles de l'international et des artistes de l'international. Mais disons qu'il y a, là on comprend que ce sont des gens qui, malgré eux, ont un petit peu créé une frontière entre financement public et financement privé. C'est un petit peu ce que j'ai dit à Lisbonne. À l'émergence de l'œuvre, elle sera plus ou moins orientée vers des réseaux ou d'autres. Et le réseau des festivals d'art numérique, sans lequel il n'y aurait pas eu d'art numérique, Ars Electronica, à Nemo, à Scopitone, à Chronique, le prochain où j'irai à Marseille, il n'y aurait pas eu d'art numérique. Dans ce réseau-là, il y a des gens qui ont une ouverture d'esprit, d'autres moins. Mais je dirais que c'est pareil. Quand tu parlais tout à l'heure du Web3 dans lequel il y a des gens qui sont contents d'être entre eux et de ne pas mettre un pas de côté, quoi. Moi, je pense que pour répondre à ta question, là, on est face au décloisonnement. D'ailleurs, que tu fais aussi en exposant Vils avec sa galerie, qui est lui, qui vient d'un autre milieu, qui est plutôt celui de l'art urbain, mais plus près dans sa proximité avec l'art contemporain. Il y a des gens qui veulent cloisonner, laissons-les faire. Il y a des gens qui veulent décloisonner, je pense qu'on en fait partie. Et de là à savoir si ça peut se décloisonner naturellement par rapport à certains individus, certains écosystèmes, peut-être, ça prend du temps, ça prendra encore du temps, mais il faudrait-il encore qu'il y ait des trois parties une volonté commune de décloisonner. Et ça, on le sait, c'est pas toujours vrai. Mais on est optimiste. Voilà. Non, mais c'est très, très bien. Non, mais je pense que tu as très bien résumé. Et en effet, tu as raison de parler des financements parce que, en fait, c'est quand même la clé aussi. C'est ça qui crée des cloisons, tu as raison de le dire, parce que, mais même d'ailleurs chez certains acteurs, certains acteurs établis, en effet, voilà, ils ont tellement mis dans certains types d'assets, tellement investi là-dedans que voilà, c'est dur pour. Et donc, tu as certaines œuvres du monde de l'art post-internet qui ont connu un certain palier à un moment, on va dire, en termes de développement. C'est un petit peu, voilà, moi j'ai l'impression que c'est des cycles. Le même palier qu'on connaît aujourd'hui d'ailleurs, qu'on connaît un peu en termes de marché sur les NFT, tu l'as eu aussi dans les années 2000, c'est-à-dire une sorte de boom, puis une stagnation. Et donc c'est ça, moi j'ai senti chez certains OG, on va dire, soit des curateurs ou des organisateurs, ce côté, oui, bon, on connaît, ça va faire la même chose, un peu blasé comme ça, si tu veux. Et donc, je me suis dit, non, mais moi, j'ai la prétention de croire que, justement, chaque nouvelle énergie qui arrive dans cet univers de l'art numérique, on va dire tous les 15 ans, tous les 20 ans, bah, fait monter, on va dire, cette discipline. Et donc, il faut profiter de cette cinétique qui est en train de s'enclencher pour essayer de ramener le plus de monde possible, quoi. Et donc, puis, juste une chose, je te remercie quand tu donnes l'information que c'est pour 500 000 $ que sont partis les 3 drapeaux. Dans l'absolu, c'est une série, mais au départ, il y a un drapeau. Et le drapeau, qui est celui qui fait référence à Spindletop, là où il y a eu le premier geyser de pétrole au Texas, aux États-Unis, début du siècle dernier, il a été sur Foundation. Et moi, j'allais regarder Foundation, comme tu l'as fait, comme vous l'avez fait tous les deux de temps en temps. Il était, je crois, mise en vente 500 000 $, quelque chose comme ça, qui me paraissait
assez délirant. Surtout que c'était après 2021. Et en fait, il s'est passé ce qui se passe souvent, et tu le savais mieux que moi, en NFT, il y a des petits malins qui faisaient des offres d'achat à $1 500 alors qu'il était à 500. Et je pense qu'il a été, faut vérifier, mais je pense qu'il a été retiré. Et finalement, il est parti, le drapeau originel, à 500 000, avec 2 drapeaux autour, avec des écrans LED. Je ne sais pas s'ils font partie de la. Oui, c'est l'installation qui a été vendue $500 000, ouais. Tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, le prix auquel il l'avait mis, et qui a un petit peu fait rigoler à un moment donné, quand on était sur la redescente des NFT, et bien finalement, il y est parvenu. Mais il y est parvenu, et c'est intéressant que ce soit John Girard, parce que John Girard, qui a émergé de la communauté art numérique à l'international, d'Ars Electronica et de ses festivals, qui est passé par la sphère de l'art contemporain, qui a été malin, qui a eu de la chance sans doute et de la bienveillance autour de lui, et bien finalement, c'est porté par la communauté Web3, Fellowship, qu'il vend ce qu'il aurait vendu, parce qu'il arrivait honnêtement, il est arrivé un peu tard et il a jamais, pas complètement en NFT. Mais finalement, il y a une boucle qui se fait, et je pense que cet échange autour du drapeau, c'est la synthèse de tout ce qu'on a dit aujourd'hui entre l'art contemporain, le Web3 et l'art numérique associatif des festivals à l'international. Ces 3 composantes ont été essentielles à ce qui se passe aujourd'hui, et il y a dans ces 3 communautés des gens qui ont envie que ça circule. Eh bien, faisons circuler aux grandes dames de celles et ceux qui n'en ont pas la nécessité. Puis tant mieux pour eux s'ils sont bien là où ils sont et s'ils n'ont pas besoin de faire un pas de côté. C'est génial. Pour l'anecdote, j'ai croisé John Girard juste au moment où il a appris la vente. Donc c'était assez rigolo parce qu'il m'a juste dit j'ai vendu pour un très gros montant. Et bon, j'ai commencé à jouer au jeu des estimations parce que moi j'aime bien parier. Et là, il m'a interrompu, il m'a dit ça va, laisse-moi communiquer là-dessus. Je veux pas que ça fuite tout de suite. Mais en effet, ouais, il y avait beaucoup d'excitation et de joie. Voilà, c'est quand même une forme de succès. Et tu as raison de le dire. Et je pense que c'est moi, en effet, j'ai envie d'être optimiste sur l'avenir quand je vois ce qui s'est passé, quand j'ai vu cet enthousiasme. Je pense que d'ailleurs c'est un peu ce que disait aussi Redbeer justement en introduction de NFC cette année. C'est un mouvement, et pour que le mouvement pour créer un mouvement, il faut que chacune des personnes à l'intérieur bouge, et c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est la somme de plein d'initiatives un peu individuelles, mais quand même où tout le monde est plutôt assez aligné pour essayer d'avancer. Donc je pense que c'est intéressant, ouais. T'es à Unicorn là? Je suis à ouais, je suis de retour sur le site. On reconnaît. C'est ça, je suis de retour sur le site de NFC aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on a une réunion finale justement. C'est ça. Ok. Et j'espère qu'ils seront contents aussi pour ce que tu as fait parce que c'est mérité. Eh ben, j'espère, mais je pense qu'ils sont contents. Ouais, je pense qu'ils sont contents. Oh, super. Eh ben, génial. Moi, juste, si je peux me permettre une petite remarque, c'est j'ai quand même l'impression que mais d'ailleurs, on en revient à la discussion que vous aviez eue avec Edouard à la NFC. Ça m'est revenu en t'écoutant. C'est que finalement, ce qu'on englobe aujourd'hui dans le terme art numérique, art digital, selon où on se place, c'est quand même un immense fourre-tout. Et que il va falloir à un moment donné que quelqu'un ou un groupe de personnes ou je sais pas qui commence à catégoriser toutes ces différentes formes d'art numérique pour qu'en fait finalement les collectionneurs et surtout les collectionneurs qui ne viennent pas de ce monde-là puissent y voir plus clair. Et tu as raison sur le fait que c'est le bordel. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Et ça a toujours été. Et il y a toujours eu un peu tout et n'importe quoi. Et ça a atteint un pic, je pense, quand même, avec le Web3 et les plateformes NFT comme OpenSea, où on peut vraiment trouver tout et n'importe quoi. Et tu as raison quand tu dis ça serait bien que ça soit un petit peu classifié. Ça, c'est le travail des historiens. Et c'est la remarque qui a été faite un petit peu
dans les années 2020 par rapport au monde NFT, où il y a des gens qui disaient ça serait bien que ce soit un peu curaté. Et c'est pour ça qu'il y a eu des curateurs sur Super Rare, sur Foundation surtout, plutôt que sur OpenSea où c'était un petit peu tout et n'importe quoi. Et là, en fait, il y a à la fois des commissaires, mais ceux qui jouent un rôle très important, celles et ceux qui jouent un rôle très important, comme influenceurs, influenceuses, finalement, c'est les collectionneuses, les collectionneurs qui, à un moment donné, deviennent visibles et nous disent ce qu'ils ou elles apprécient parce qu'ils ont une vision globale. Après, en effet, tout le monde n'a pas un goût égal, mais il y a aussi dans l'art contemporain les gens qui s'en chargent. À Venise, actuellement, Hans Ulrich Bridge s'est associé avec Holly Herndon et Matthew Dryhurst, qui sont des artistes de l'IA, des NFT présentés par Fellowship, notamment depuis des années, qui s'en chargent. Donc, je dirais qu'il y a à la fois dans ce bordel de l'influence, de la direction artistique, de la collection, de la curation. C'est en train de se mettre en place, mais en même temps, à chaque fois que ça se met en place, il y a un événement qui arrive et qui fout le bordel, une crise, ou les NFT qui ont foutu le bordel, parce que c'est ce que je disais à mon talk, et merci encore à Lisbonne, on a mis des décennies avant de mettre un nom sur ce qui nous intéresse, digital art, et à cause ou grâce aux NFT, on ne sait même plus de quoi on parle, puisqu'on ne parle pas exactement de la même chose, et c'est dont on a parlé aujourd'hui. Donc je dirais, ça sera toujours plus ou moins compliqué, et c'est clair qu'on parle d'une tendance qui change de nom tous les 10 ans, et ça, c'est pas facile à faire, parce que tu parlais de computer art tout à l'heure, electronic art, computer art, internet art, virtual art, interactive art, post-internet art, new media art, digital art, qui est un terme assez récent finalement. Il a 20-25 ans ce terme. Et on est déjà tenté il y a des gens qui ont essayé de mettre d'autres noms, de mettre d'autres noms. Et il y a les détracteurs diraient qu'une tendance qu'on n'arrive pas à nommer, c'est quand même pas très bon signe. Bon, mais vous connaissez mon optimisme, on va pas s'arrêter là. Et en même temps, c'est ce qui fait, c'est aussi le propre du numérique de décloisonner. On se rappelle en France, quand on a baptisé tout ce qui se passait de multimédia, qui est un terme qui a mal vieilli, aujourd'hui on parle de transmédia, de cross-média. En fait, le numérique décloisonne et donc forcément, il décloisonne entre les pratiques. Par exemple, il y a beaucoup de numérique en spectacle vivant, plutôt sur son côté, sa part institutionnelle avec financement. Mais tout ça, encore une fois, ça malgré tout, il y a beaucoup d'artistes qui font des installations qu'ils activent en performance. Donc, avec une même pièce, on peut l'orienter dans deux axes. Et même, il y a des artistes qui font de l'image vidéo, qui peuvent la présenter dans des festivals 3D, IA, etc., dans des festivals de cinéma, cours, expériences, etc., en mode installation, parce qu'ils extraient des éléments du film, de les présenter dans le monde de l'art contemporain, ce qui ne les interdit pas aussi de l'activer en façon performance, et ça leur ouvre d'autres portes. Enfin voilà, ça restera de toute façon toujours plus ou moins compliqué. Mais on arrive à s'y retrouver un peu mieux. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, c'est moi qui vous remercie encore. Hein, c'est ma 3e fois. Je vous remercie. C'est super sympa. C'est génial. J'ai plus l'image, mais j'ai encore le son et je voulais simplement te remercier, Dominique. Ouais, c'est passionnant. On a envie de passer des heures à discuter. J'espère qu'on te recevra à nouveau, peut-être à l'occasion justement d'une nouvelle manifestation. En tout cas, on vous invite à lire cet article, justement déjà que tu nous as partagé sur l'écran. Et que je partagerai évidemment dans le corps de... Parce que voilà, comme à ton habitude, c'est extrêmement bien expliqué, extrêmement bien écrit. Et donc, je vous invite vraiment à le lire et à retrouver évidemment Dominique on va repartager tous les liens pour pouvoir te suivre et suivre le contenu que tu crées, parce que c'est une mine d'or pour beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet, quoi. Moi, je n'ai pas encore décidé d'aller à Miami, parce que c'est quand même c'est beaucoup d'organisation, mais je ne sais pas, tu me fais y réfléchir. Mais
j'aimerais bien retourner à Lisbonne l'année prochaine, mais on verra ça plus tard. Ah bah, on va travailler là-dessus. Tu as des prochains épisodes de MOOC de prévu? Je vais tourner avec quelqu'un qui a joué un rôle assez important dans les arts numériques en Ile-de-France, à Paris, qui s'appelle Steven Earle, avec qui je vais tourner vendredi. Et Steven Earle, avec Troisième Pôle, il était en backer, il était derrière la première version de la Gaieté Lyrique, qui a été quand même un haut lieu des arts numériques en France. Aujourd'hui, il est dans d'autres aventures, notamment avec une société d'investissement dont il nous parlera peut-être. Et puis, je viens de tourner avec Gérard Azoulay au Centre national d'études spatiales. Donc ça, c'était intéressant aussi pour voir, là, on était plus près de l'art et sciences. Et puis, je réfléchis déjà à mes tournages de la rentrée, j'imagine, comme vous, puisque vous allez… C'est quand? C'est cette année ou l'année prochaine, les 1000? On s'en rapproche, année, hein. On ne sait pas, ouais. On s'en rapproche, on va voir. En fonction de la pause estivale, ça dépend. Là, on a pris un bon rythme là depuis quelques jours. Ouais. Ben, c'est bon, c'est bien, bravo. Mais bravo aussi pour la durée, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est comme le MOOC. Moi, j'en suis modestement, on atteint les 120. Mais on est, ces médias, à un moment donné, sont aussi visibles de leur longévité et d'une archive. On archive le temps. Je l'évoquais tout à l'heure avec mes différents sites. Je vais communiquer là-dessus sur les médias sociaux à un moment donné. J'ai 20 ans d'archives d'articles sur les arts numériques où on voit que les œuvres évoluent, les événements évoluent, les actrices, les acteurs évoluent. On en voit qui arrivent, qui disparaissent. Voilà. Ça, c'est le MOOC. Et donc, on y travaille. Là, il y a au milieu Justine Aymar qui a une très belle exposition actuellement à Nantes. Au lieu unique. Tout ça est lié. Voilà. Ok. Impeccable. Et juste, si tu peux, je veux bien si tu peux cliquer sur le site Art in the Digital Age. Je veux bien. Oui, bien sûr. Et si tu descends tout en bas. Oui. Et que tu cliques sur. Tout en bas. Ouais. Clique sur, par exemple, un de ces articles-là. En réalité, il est lié à un site plus ancien. Il l'a ouvert en pop-up. Ah oui. Media Art Design. Ah oui, mais pardon. Mince. Ouais, c'est pas grave. En fait, j'ai plusieurs sites qui sont liés où je laisse les articles dans leur jus de la création et de la technologie du moment. Et c'est ça qui fait une vingtaine d'années. En fait, celui qui a peut-être le plus. Oui, voilà, ça c'est mediaartdesign.net, la version anglaise, il y a française. Et celui-là, c'est celui qui sans doute regroupe le plus d'articles. Parce qu'il pointe sur des articles anciens, il y en a une centaine. Voilà. En tout cas, merci à toi. Magnifique. Bah écoute, merci beaucoup. Merci Dominique, c'est toujours un plaisir. Je pense qu'on se retrouvera bientôt. Plaisir partagé. Et puis bon, John est parti, mais voilà, encore une fois, je te souhaite une excellente journée. Reviens quand tu veux. Et puis, good morning. Vietnam.